Florence, on se retrouve pour parler Bonjour. du film Papillon que nous avons donc vu hier soir, et une très belle projection à tout niveau, l'affluence et puis alors là, enfin, je pense qu'on va en parler à un moment donné des couleurs dans ce film, mais de la lumière et la couleur dans ton film, ça, voilà, moi ça m'a plu. Alors, je prends mes petites notes. Hier, vous avez, en présentation avec Philippe, notre collègue Philippe Caillé, vous avez déjà abordé effectivement le cinéma qui est le tien. C'est donc ce cinéma d'animation. Je crois que tu as une formation, une école d'art. Ah oui. D'art déco et certainement un certain nombre d'activités avant d'arriver au cinéma d'animation. Et dans l'animation, il y a plein de modes d'expression. Et donc hier, c'était celui de la peinture. Tu as commencé un petit peu à nous le décrire, mais je crois savoir que tu as utilisé aussi d'autres techniques dans d'autres films, puisque tu as fait de nombreux courts-métrages avec notamment un. Alors, faut que je retrouve voilà, le titre. Mais enfin, au premier dimanche d'août, je crois que ça a eu le César du meilleur court-métrage au Ouais, début des années 2000. ouais. Donc, un certain nombre de À l'époque où courts-métrages. on donnait un prix du court-métrage et pas un prix du court-métrage en prise de vue réelle et du court-métrage en animation. Ce qui est le cas C'était le aujourd'hui. même, ce qui est le cas aujourd'hui, alors que là, c'était Ouais, tout. formidable. Donc c'était d'autant plus, voilà, j'en étais d'autant plus fière que c'était, voilà, Ouais. c'était Et, reconnu comme étant un film à part entière. et en le revoyant, j'ai vu qu'au générique, c'était écrit un film peint et réalisé par Florence Miel. Donc il y avait cette dimension de la peinture. Pour faire vite, donc un certain nombre de courts-métrages. Et puis on l'a cité aussi, il y a eu ce premier long-métrage, La Traversée, qui est sorti, je crois que c'était 2021, je Mm. pense. Donc quel chemin. Alors dans les techniques d'animation, il y a la peinture, il y en a eu d'autres. Oui, alors en fait, c'est toutes des techniques d'animation dont on dit qu'elles sont faites directement sous la caméra. C'est-à-dire que les dessins ne sont pas préparés à l'avance pour être ensuite filmés. Enfin, dessin, peinture, quelle que soit la technique réelle enfin, qu'on utilise, ils sont tous directement sous la caméra avec une part de risque et d'improvisation qui est inhérent à cette technique-là. Ça pourrait être du papier découpé qu'on manipule sous la caméra. C'est plus compréhensible quand on parle de papier découpé parce que c'est, par exemple, on a des papiers découpés, on les bouge un peu, on prend des images, on bouge, on prend des images et puis le papier les papiers vont bouger sur une table qui est, voilà, justement avec la caméra au-dessus. Et donc là, c'est pas. Alors pareil, c'est aussi assez compréhensible quand on parle de de personnages en volume, de poupées, parce qu'à ce moment-là, on bouge le bras, on prend une image, on bouge le bras, on prend une image, on bouge le bras. C'est pas préparé à l'avance et c'est voilà, c'est directement sous la caméra. Après, moi, ce que je fais bouger, c'est de la matière picturale, disons. Donc en fait, ça peut être de la peinture, ça peut être du sable, ça a été du pastel pour la plupart de mes films, de mes premiers films. Et à chaque fois, ben, on dessine un personnage, on le transforme un petit peu, on prend une image, on le transforme, on prend une image. Et en fait, le mouvement s'invente au fur et à mesure des dessins qu'on fait. Et chaque dessin efface le précédent. Ce qui fait qu'à la fin du film, c'est ce que j'expliquais, il ne reste plus que les dernières images d'un plan. Mais quand le personnage sort complètement du plan, enfin s'il traverse tout le plan et qu'il sort, souvent il reste plus qu'un fond de couleur ou un décor qui a été voilà. Après ça change tous les films. Je pense pas avoir, enfin je crois que les 3 premiers films que j'ai faits c'était du pastel sec animé directement sur la caméra sur des feuilles de papier et après tous les films que j'ai faits je changeais vraiment de matière en fonction de ce que j'avais envie de raconter. Et est-ce que tu as Notre une. matière est un peu la matière c'est un peu nos acteurs aussi quoi. Quelque part. Bien sûr. Et est-ce que tu as une idée, est-ce que tu peux avoir une idée du coup du nombre de dessins, pour le dire vite,
que tu réalises pour un film comme Papillon qui fait 15 15 minutes. minutes. On a Bon, en une idée de fait, ça? en moyenne, on fait 8 dessins pour une seconde de film. Donc c'est 24. Bon, on est toujours à 24 images par seconde, hein, c'est le temps du cinéma. Moi, je reste à 24 images par seconde malgré l'arrivée de la vidéo, parce que c'est plus simple à calculer, parce qu'on peut faire 12 images, 12 dessins qu'on prend 2 fois, 24, 8 dessins qu'on prend 3 fois, 24, 6 dessins qu'on prend 4 fois, 24 images par seconde, toujours. Mais moins on fera de dessins et on prendra d'images. On peut faire par exemple 4 dessins qu'on prend 6 fois, 6 fois 4, 24, mais à ce moment-là, on va avoir un mouvement de plus en plus saccadé. Donc en fait, on joue, quand on anime, on joue avec tous ces paramètres-là, mais en moyenne, disons qu'il y a effectivement 8 dessins par seconde et je calcule jamais ce que je fais parce que ça, ça m'inciterait à avoir peur et à pas recommencer peut-être Ouais. le suivant. Alors, continuons sur cet aspect de fabrication du film. D'ailleurs, je crois qu'on l'a pas dit hier, mais il y a une société de production toulousaine, Oui, Xbo Film, qui tu avais déjà travaillé sur auparavant. Papillon. Voilà. Et Non, sur sur La La Traversée, pardon. Traversée. Et une autre Sacre Bleu production, hein, Voilà. qu'on connaît bien Qui est- aussi. Euh, Dans ce process de fabrication, tu es bien entendu la chef d'orchestre, mais on le voit sur les petites fiches techniques autour de chacun des films, euh, des collaborateurs à l'image, donc à la prise de vue, des collaborateurs, collaboratrices à l'animation et au décor. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu effectivement ce qu'on entend là parce que c'est vrai que nous on le prend comme un tout. Donc distinguer ce qui relève du décor, de l'animation, enfin quand on ne connaît pas, quand on l'a pas pratiqué, ce qui est mon cas, c'est Alors, les premiers courts-métrages que j'ai faits au niveau de la prise de vue, je les faisais quasiment seule. J'ai commencé à faire rentrer des gens dans les équipes petit à petit, mais surtout pour La Traversée, que je pouvais absolument pas faire seule, vu que c'était un film d'1h20 et que j'avais absolument besoin d'une équipe. Euh, Faire de l'animation directe sous la caméra en peinture, c'est pas courant. On n'est pas très 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 nombreux dans le monde à faire ça. Il y a peut-être une quinzaine de réalisateurs qui travaillent comme ça avec ce risque-là, parce que c'est difficile, quoi. C'est difficile. On revient pas en arrière. On commence un mouvement et puis on théorique. Surtout quand on était en 35 mm. Maintenant, on a des garde-fous qui sont les ordinateurs, mais avant, non. Voilà. Donc, je travaille. Les tout premiers films, je travaille seule. La Traversée, j'ai monté une équipe. Et puis pour Papillon, effectivement, j'ai travaillé avec une décoratrice, avec 2 autres animatrices. Donc, on était 3 à faire l'animation. qu'est-ce que ça veut dire d'être décorateur parce que je le vois bien dans un film de prise de vue réelle, Eh mais ben, en l'occurrence dans un film comme moi, celui. je le vois encore mieux dans un film Eh ben d'animation alors, parce que raison de plus. ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va dessiner tous les décors de chaque plan, un décor par plan en fait, qui vont devoir être déjà préparés à l'avance. C'est-à-dire que quand on fait le storyboard et l'animatique, il va falloir qu'on choisisse nos angles de vue, il va falloir, on ne peut pas faire, contrairement au cinéma en prise de vue réelle, on ne peut pas avoir, par exemple, plusieurs caméras qu'on mettrait à plusieurs endroits du plan, ou tourner une fois en plan large, ensuite en plan serré, parce que c'est trop cher et c'est trop long de faire ça. Donc en fait, on fait vraiment un storyboard où chaque plan est pensé et dessiné à l'avance, en tout cas quand on travaille avec plusieurs personnes. Et ensuite, effectivement, il y a quelqu'un qui va faire le décor du plan. Donc c'est les décoratrices et les décorateurs des films d'animation. Je parle souvent au féminin parce qu'il se trouve que je ne travaille en général qu'avec des femmes. C'est pas que je le veuille, mais c'est les seules qui veulent travailler avec moi. Non, Oui, et je t'ai coupé quand tu allais parler au niveau de l'animation. Donc effectivement, il y a la décoratrice qui m'a aidée. Alors en général, pour Papillon, on va rester sur Papillon parce que c'est donc Bien sûr. pour Papillon, moi ça a consisté à faire un premier
storyboard, pas trop défini, parce que j'aime bien aussi que dans les décors, il y ait quelque chose d'un peu abstrait. Et donc j'avais une décoratrice qui aime bien aussi ce côté abstrait de la peinture. Je voulais pas être dans des perspectives trop réalistes. Et on a déterminé avec elle les différentes couleurs du film et à l'avance, et les différentes ambiances qui allaient nous permettre de passer d'un univers aquatique à un autre univers aquatique. Parce qu'effectivement, tout le film était conçu pour que on passe de la mer aux rivières et des rivières aux bassins, des bassins d'Auschwitz et puis des bassins d'Auschwitz à nouveau à la mer, etc. Et que à chaque fois, on comprenne dans quelle eau, trouble ou pas, on était. Et donc, on a déterminé que les piscines allaient être turquoise. Donc on a fait une espèce on a fait une palette de couleurs, et les piscines turquoises, la mer bleu marine, bleu violacé, etc., etc. Donc ça a été le travail et ensuite on fait les décors, sachant comment les personnages ont évolué effectivement dans ces décors et qu'est-ce qu'ils vont y faire dans ces décors. Donc il faut qu'ils soient à la fois pas trop réalistes, mais qu'on puisse comprendre quand même quel trajet ils vont prendre si jamais ils ont besoin de plonger, de remonter sur le bassin, etc., etc. Et le travail d'animation, c'est dans le détail du plan, la continuité de ce mouvement, comme on le disait tout à l'heure, Donc de toutes ces voilà, images. donc alors effectivement sur Papillon, moi j'étais un peu sur tous les postes. Donc il y a eu d'abord les décors, ensuite on fait la première image du plan, c'est-à-dire dans quelle position et comment vont être les personnages à la première image du plan. Et une fois que cette première image du plan a été faite, on donne aux animatrices avec ce qui va se passer dans le plan. Mais j'aime bien laisser un peu de liberté aux animatrices pour qu'elles puissent effectivement inventer elles-mêmes la façon dont le personnage va bouger, quoi. Enfin, c'est une invention, enfin voilà, une petite liberté contrôlée où effectivement le personnage plonge. Je ne fais pas tout le. Voilà, l'animatrice va faire plonger le personnage, lui dit voilà, il faut qu'il plonge, celui-là va arriver en premier, enfin bref. D'accord. Et pour l'ensemble de la production d'un film comme Papillon, c'est combien de temps ça a duré Ben, combien ça n'a de pas temps? été. Alors, préalablement, effectivement, à l'animation et puis au décor, oui. J'ai travaillé avec une monteuse qui part de mes dessins, enfin de mes croquis fait rapidement, de façon à ce qu'on monte une première étape du film. C'est l'animatique, qui est un peu un brouillon du film avec que des images fixes, mais où on commence déjà à placer la musique, les voix pour donner l'ambiance du film et avoir déjà ce que je faisais pas quand je travaillais seule, mais voilà, quand on travaille à plusieurs, on a besoin effectivement et c'est génial pour, enfin, pour la monteuse qui peut me dire, tiens, là, ça serait bien d'avoir un gros plan, et hop, je prends mon crayon, je dessine un gros plan, et on le met dans l'animatique. D'accord. Alors, avant de vous donner la parole, venons-en à cette histoire de Papillon. Tu as commencé à l'évoquer hier sur le pourquoi de- d'Alfred Nakache. Mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur, à ma connaissance, enfin dans tes films précédents, tu t'intéresses, enfin voilà, ça c'est une figure publique, historique même. Oui, Ça me semble nouveau. oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, c'était là, effectivement, la première fois que je partais d'un personnage réel. Encore que dans les films comme Au premier dimanche d'août et puis Hammam, c'est un peu, il y a un côté un peu reportage dessiné dans ces films-là parce que j'ai fait beaucoup de croquis que j'ai avait pas, et à partant de ces croquis, j'ai fait une animation où c'est un peu une chronique de lieu ou un portrait de lieu, quoi. Si Mm. bien qu'il y a d'ailleurs une expression qu'on n'a pas employée, on aurait pu le faire dès le départ, on parle de documentaire animé. Je ne sais pas si toi tu te reconnais dans cette... Mais Un petit peu, oui, oui. il y a ce J'aime bien, terme qui existe. ouais, en tout cas, j'aime bien partir de quelque chose de réel pour construire, enfin, pas toujours, mais sur certains films, de partir de quelque chose de réel pour construire le film. Et là, effectivement, mais c'était pas la première fois que je partais d'un personnage réel, en tout cas, pour construire un film.
Et en fait, c'était pendant que je travaillais sur la traversée, ou plutôt que je ne travaillais pas sur la traversée, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de mal à monter financièrement le film, à trouver les financements pour le film. Avec ma productrice, on a mis presque 10 ans. Ouais, avec des dossiers à n'en plus finir, reprendre un dossier, représenter le CNC, etc., etc. Et donc, il y a eu un moment où j'étais vraiment découragée, c'était un peu avant 2016, et où je me suis dit, il faut absolument que je quitte ce projet de film, parce que que j'en fasse le deuil, quoi, que je fasse le deuil de ce projet, parce que c'est très dur en fait de porter un projet dont on a l'impression qu'il va pas se faire, quoi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir. Et puis, je ne sais pas comment les idées viennent. Hein, c'est des choses comme ça qui arrivent comme ça, dans la tête. Et je me suis souvenue de mon père qui connaissait Alfred Nakache parce qu'il avait été dans la Résistance à Toulouse et qu'il l'avait rencontré à ce moment-là. Il avait énormément d'admiration pour cet homme qui était à la fois un grand champion et puis, je pense, pour humainement aussi. Et on allait à la plage, à l'E4 Plage, et à l'E4 Plage, au Club Mickey, c'était son jeune frère qui me donnait les cours de natation. Donc j'ai appris à nager avec William Nakache, qui était le jeune frère d'Alfred. Mais je connaissais pas. Et un jour, mon père arrive en me disant, regarde, sur la plage. En me disant, regarde, c'est Alfred Nakache, c'est Alfred Nakache. Et tous les jours, enfin pas tous les jours, mais à chaque fois que j'allais à ma leçon, il me disait, tu sais, William, c'est le frère du champion de natation, Alfred Nakache. Bref, il nous fascinait un peu avec ça. Et il y a un moment voilà. Et puis, ça m'est revenu. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que mon père connaissait un champion de natation et tout ça. Et donc, je tape Alfred Nakache sur Internet, parce que maintenant, on peut le faire. Et je me rends compte que non seulement c'était un champion de natation, mais qu'il avait une vie incroyable aussi. Et en fait, j'ai découvert sa vie comme ça, parce que mon père ne me l'avait pas raconté, j'avais 10 ans, et puis lui, en plus, Alfred Nakache ne parlait pas du tout de son histoire. Et, et en fait, quand je suis tombée sur cette histoire qui était très peu connue, parce que maintenant, il y a eu plein de... Enfin, je l'ai déjà dit hier, mais il y a plein de choses qui se sont faites sur lui. Il y a eu une pièce de théâtre, il y a eu un livre de Pierre Assouline. Moi, j'étais tombée sur... Quand je regardais sur Internet, j'avais du mal à trouver des éléments de sa vie, à part un documentaire très, très bien fait qui s'appelait Le nageur d'Auschwitz, je crois. Et en fait, c'est là que j'ai eu envie de faire le film, parce que ça réunissait plein de sujets qui me tiennent à cœur. À la fois le rapport avec l'eau, déjà, et puis son histoire incroyable, enfin voilà, l'histoire incroyable de ce jeune juif qui se met à nager, qui devient enfin voilà, qui part de Constantine, qui arrive en France, et puis la discrimination, la montée du nazisme. J'ai appris que les juifs algériens, par exemple, et ça rebondit aussi avec des sujets d'actualité, mais les juifs algériens en 40, au moment des lois anti-juives, perdent leur nationalité française, ils redeviennent indigènes, comme on disait à l'époque, et c'est quelque chose dont ils ne parlent pas. Ça a été une grosse blessure pour les juifs algériens de perdre la nationalité française. Voilà, donc c'était tout ça que je trouvais important. Déjà, enfin, parce que quand je dis c'était en 2016, quand je me suis un peu découragée et que j'ai commencé à penser à ça, et c'est devenu d'autant plus évident au fur et à mesure. Je me disais voilà, qu'il y avait plein de choses qui rebondissaient entre son histoire, l'actualité, Et les Jeux Olympiques, etc. Et de donner une autre image des Jeux Olympiques aussi, puisqu'il a été aux Jeux Olympiques de Berlin, et puis il a quand même été viré des compétitions françaises, puisque plus français, quoi. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est pas non plus sans lien avec le sujet de la traversée, finalement. Non, c'est aussi... Qui nous raconte, bon, on semble bien le situer, mais je crois que bon, ça vient pas de nulle part, une histoire d'exil forcé, où on fuit des massacres, et ça fait allusion, je crois, clairement au pogrom en Europe de l'Est à la fin du 19e, début 20e. Tout à fait, ouais, tout à fait. Même si, voilà, même si on peut imaginer que ça peut être ailleurs et que... Voilà, Mais c'est toujours les mêmes histoires, en tout cas, ouais, qui sont... ouais.
Donc pas tant de hasard que ça. Non, 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 pas de hasard du tout. Alors, cher public, si vous avez des questions, des réactions autour de ce film, n'hésitez pas. Oui. Alors, il faut prendre le micro. Voilà. C'est une question. Ah, ça marche, oui. À un moment, je ne sais plus à quel moment exactement, dans le film, on le voit. Il faut parler un peu plus on fort. Le voit, pardon. On le voit de profil et vieux et il pleure. Et je me demandais, cette image m'a vachement marquée et je voulais juste comprendre pourquoi c'était là. Mais je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a plein de moments où on le voit de profil. Enfin, je ne sais pas si c'est de profil, mais il y a quand même pas mal de moments où on le voit de profil. Et parce qu'en fait, il y a vraiment à plein de moments du film des allers et retours entre lui vieux et lui qui est jeune et qui se. Mais peut-être que c'est peut-être que c'est effectivement le moment où il va se remémorer le moment de la séparation avec sa femme et sa fille, et où effectivement, parce que je voulais beaucoup jouer sur les métaphores de l'eau, et où il va se laisser couler, en fait, il va se laisser engloutir comme ça, où la tête disparaît comme ça dans l'eau, et il se laisse engloutir par la tristesse, quoi. Et je voulais beaucoup jouer avec ça, avec se laisser couler, remonter, reprendre pied, etc., quoi. Mais moi, je sais qu'à titre personnel, je te le disais tout à l'heure, je pense que moi, les plans qui m'ont le plus ému dans le film sont ceux du personnage âgé qui nage et dont on sent qu'il est effectivement... En bout de course. Moi, j'ai même pas pensé ça. Non, mais je trouve parce que moi, j'aurais même envie de dire au contraire. Moi, je trouve qu'il il est beau voilà, quand il nage et qu'en même temps, on sent bien à quel point il est habité par son histoire et le souvenir et la mémoire. Et c'est là que les potentialités de l'animation sont extraordinaires. On l'a pas en prise de vue réelle, puisque l'espace-temps, on en fait un petit peu ce que l'on veut. Et je crois qu'il y a là un très grand plaisir pour nous, spectateurs, spectatrices, au-delà de l'histoire qui nous est racontée, à suivre Je crois effectivement que l'animation permet de contracter le temps. On a des possibilités d'ellipse qui dépassent celle de la prise de vue réelle, en réalité, parce qu'effectivement, on a la possibilité de transformer un homme vieux en jeune homme presque dans le même plan, quoi. Voilà, ouais. Oui, et puis avec toute la poésie que ça amène. Ouais. Et alors, d'ailleurs, de ce point de vue-là, je me suis dit en voyant le film hier que, en revanche, du coup, il y a peut-être eu des plaisirs entre guillemets variés dans le film, parce que je me suis dit, oula, toutes les scènes qui figurent les nazis, les camps, ça a dû être moins rigolo à fabriquer. Ouais, c'était. Tu peux nous en parler? Ouais, c'était assez dur il y a des plans que j'ai remis à plus tard à chaque fois que je me disais oui, il faut que je fasse ce plan, et puis je le remettais à plus tard, et ce qui fait que il y a par exemple le plan de la sortie du train, enfin justement après que la tête s'enfonce dans l'eau et puis on se retrouve dans le dans le dans l'arrivée des déportés dans le camp. Et ça, je l'ai fait. Ça devait même être une séquence plus longue dans le film. Au départ, j'avais prévu plus long, parce que j'ai quand même la possibilité de changer mon storyboard au fur et à mesure et mon animatique. Donc j'avais prévu de faire plus long, puis finalement, j'y suis pas. Je me suis dit, il faut que je résume en un seul plan, parce que je ferai pas deux plans là-dessus, quoi, sur la séparation. Ça a été un des derniers plans que j'ai fait, parce que justement, c'était dur à faire. Et puis après, il y avait effectivement aussi mon animatrice, quand elle a animé le drapeau nazi, enfin la main et puis le drapeau nazi qui tombe, enfin qui se transforme et qui s'enfonce dans l'eau aussi. On s'est retrouvé avec un drapeau nazi qui flottait sur les banquettes parce que c'était long à faire aussi. Donc c'était pendant 2-3 jours, on avait ce drapeau qui nous faisait mal. Et puis et la scène aussi où il y a tous les, enfin sur
les Jeux Olympiques de Berlin aussi, avec tous les gens qui... Et ça a été dur à faire parce que ça évoque et tout ça. Et puis ça a été dur surtout quand on a fait les voix pour tous ces cris d'insultes. Voilà, tout le monde en était malade en fait. Voilà. Surtout que la plupart des acteurs étaient des acteurs algériens. Parce qu'on voulait aussi avoir des mots arabes, des mots, enfin voilà, qui pouvaient parler français avec un petit accent pied noir aussi éventuellement, et parler arabe aussi. Donc il y avait des enfants qui parlaient. Donc la plupart des gens qui ont joué Nakash étaient arabes. Et voilà, et puis ils ont crié sale juif, sale youtre, etc. C'était super dur, quoi. On était tous complètement atterrés. Et du coup, ça me fait penser au Il y a justement. un anachronisme d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui dit salbico, et on l'a laissé effectivement. Ouais, bien sûr. Et quid du travail du son, justement, parce qu'on parle, enfin, on a parlé beaucoup côté fabrication de l'image, mais au niveau du son, là tu parlais des acteurs, mais également de toute l'ambiance sonore qui justement dans un tel film apporte enfin, son effet de réel très 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 fort. Comment ça se passe ça? Parce que tu le... Ben, il est complètement recréé, le son. Ah, je me doute, oui, mais Ouais, du coup, ouais. c'est concrètement, c'est un tournage où tu vas avec, tu y es. Enfin, comment ça se passe Comme, bah, tous ces sons, parce qu'on connaît un ingé son sur un tournage qui va faire ses plans de son côté pour prendre tous ces sons non, d'ambiance non, en au-delà fait, de ouais, ouais, comment non, ça en se fait, passe. Comment ça se passe? c'est que des sons. Il n'y a pas de son Enfin, dans Nakash, je crois qu'il n'y a pas de son réel. C'était pas le cas dans La Traversée, mais dans Nakash, il n'y a pas de son réel. On les a tous recréés en studio. Moi, j'aurais bien aimé effectivement aller tourner dans un. Mais après, c'est un peu des problèmes de production et puis de coûts de production. J'aurais bien aimé aller tourner dans une compétition de natation. J'avais même demandé mon visa pour aller à Constantine pour tourner dans les cascades de Constantine et justement pouvoir prendre des sons des gamins. Et puis on ne m'a pas accordé mon visa. Je ne sais pas, c'est assez voilà l'Algérie. Et mais sinon, du coup, on a reconstitué à peu près tout. Et puis après, pareil avec les acteurs. Voilà, c'est des sons qui existent et qu'on met, avec un. Par contre, les acteurs jouent la respiration, ils jouent le voilà. Et même on a même fait jouer des gens dans l'eau, quoi. Enfin pas dans l'eau, mais ils plongeaient dans l'eau et puis dans une bassine et puis ils ressortent la tête de l'eau. Voilà. Et c'était très important. Et en fait, c'est le musicien qui a fait aussi le design sonore du film parce que je voulais justement que ce soit très lié la musique et puis les respirations et que ça soit presque comme une et les bruits des bras, des éclaboussures pour que ce soit presque que ça fasse partie que la musique et le son soient vraiment très très liés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a un bras qui se lève là derrière. J'ai beaucoup aimé votre film, par les couleurs, par l'idée et tout. Et vers la fin du film, il se rappelle, il plonge, il se rappelle sa femme, il rejoint sa femme et sa fille. Et par les couleurs, par la forme que la famille prend, j'ai eu l'impression de voir Chagall. Oui. C'est exprès ou pas? C'est drôle parce que aussi bien pour La Traversée que pour Papillon, Chagall, c'est une référence qui revient et en même temps, ça doit être une référence. C'est pas une référence voulue. Je pense que c'est une référence inconsciente forte, mais que c'est pas forcément une référence voulue. Oui. Bon, merci. Mais c'est vrai que on est dans des couleurs qui sont. Ouais. Et Une autre alors, question. là il y a un... Oui, moi j'avais découvert en longtemps. Ça marche pas, hein? Si, ça marche. Si. On vous entend. J'avais découvert votre travail avec La Traversée et c'était absolument, j'étais émerveillée. C'est vraiment très 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 beau. Je suis moi-même peintre et alors hier en regardant votre film, je me suis posé une question.
pourquoi avez-vous choisi de peindre leur corps en ocre rouge, comme si... Moi, j'ai cru que c'était des Africains. Après, je me suis dit des Africains, Afrique noire, quoi. Mais après, j'ai compris que non, pas nécessairement. Alors, est-ce que c'est par rapport à ocre rouge avec le bleu, c'est pour le contraste, pour l'accord ou Il y a plusieurs raisons, en fait. ouais. D'abord, il fallait qu'on identifie très facilement Nakash parmi les autres. Et donc, d'où le choix d'une couleur qui tranchait avec celle des autres. Donc, c'est un rouge anglais. Ah, d'accord. Ouais, rouge anglais. Et donc voilà, ça c'était la première raison. Il fallait vraiment qu'à chaque fois qu'on le voit, on se dise ah bah oui, c'est lui, surtout qui passait de vieux à jeune, etc., etc. D'autre part, parce que je dis pas au départ que c'est Nakash, c'est dit Non. que à la fin. Ouais. Quand j'ai commencé à penser au film, comme je le disais, il y avait peu de gens, même à Toulouse. À Toulouse, il y a une piscine Nakash. Je parlais de Nakash à Toulouse et les gens me disaient ah non, on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Et il y avait juste une petite plaque pour raconter une bribe de son histoire. Mais voilà, c'était vraiment, il y a 4 ans, on n'en parlait pas du tout. Ça a changé avec les Jeux Olympiques. Alors en plus, maintenant, il y a Léon Marchand. Et alors, tout le monde fait référence à ce premier champion de natation toulousain qui était Nakash. Donc voilà, donc c'était pour le reconnaître. Et après, justement, comme on voyait pas qui était, comme on disait pas c'est l'histoire de Nakash, je voulais que ce soit une histoire un peu comme dans La Traversée, un peu universelle, où on se dise ça peut être effectivement quelqu'un qui vient de je sais pas, ça pourrait être un Indien, ça pourrait être un Noir africain, ça pourrait être voilà, c'était la deuxième raison de pas quelqu'un qu'on discrimine quoi. Par sa couleur de peau ou autre, mais qu'on discrimine de toute façon. Et puis aussi pour rappeler que finalement, entre... et ça, c'était aussi par rapport au... Voilà, que être blanc, en fait, ça veut pas... Être blanc, être noir, c'est pas si simple que ça comme notion. Et que les Juifs d'Afrique du Nord sont tout aussi noirs que ceux qui sont musulmans en Afrique du Nord, et que voilà que c'était. Ouais, c'est-à-dire Voilà. que moi j'ai perçu ici comme une indication que juif, mais aussi arabe. En tout cas, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez. Oui, tout à fait. Ouais, Juifs, arabes, c'est noirs, ça. Ouais. voilà, on est discriminé de la même façon à certaines périodes, plus qu'à d'autres pour certains, mais de toute façon, ça joue sur les mêmes choses et que un juif peut être perçu comme noir, surtout quand... Je regardais il n'y a pas longtemps des images de merde, de chanteur, là. Oui, d'Enrico Macias. Pardon. Et je me disais, voilà, c'est Enrico Macias, c'est quelqu'un qui est quand même... qui a une couleur de peau et puis voilà, il est très typé, quoi. Très typé. On ne le prend pas pour un Français blanc... Et au début du film, lorsqu'il plongeait dans la cascade, les enfants ils disaient yalla, yalla, yalla. Oui. Alors, est-ce que les Algériens disent yalla? Parce que c'est un terme que l'on dit au Proche-Orient. Ça veut dire aller, mais je ne savais pas qu'on l'utilisait aussi. Oui, alors les textes en arabe ont été écrits par une amie qui est tunisienne. Ah oui, donc oui, et puis qui a été très, très, très vigilante à ce que ça soit plausible. Parce que les jeunes juifs et les jeunes arabes qui étaient enfin arabes, musulmans en tout cas, qui étaient du même milieu, ils jouaient ensemble, ils parlaient arabe, ils avaient les mêmes expressions, etc. Donc c'était aussi ça que je voulais montrer. C'est ce que j'ai senti, oui. Et elle a été très très attentive à ce que ce soit crédible. Elle corrigeait les jeunes enfants qui faisait les voix. Et pareil, elle a cherché la chanson que chante la mère, enfin qu'on entend dans le hammam. Ouais. C'est aussi une chanson qui était très crédible par rapport à l'époque Elle a vraiment fait une recherche là-dessus. Elle est très très pointilleuse là-dessus. Merci. Alors, ouais, on a plus beaucoup de temps puisque Florence doit prendre un train. Quand même, moi, dernière question sur Alfred Nakache, dont j'ai vu, donc il est décédé en 1983, Ouais. donc bien après ce qu'il avait subi durant la Seconde Guerre, trop jeune bien sûr, mais pas par hasard.
mais pas par hasard. Alors, est-ce que Ouais. tu peux voilà, tu le racontes aussi dans Papillon. Ben, en fait, donc Alfred Nakache est mort en nageant parce qu'il faisait 1 ou 2 kilomètres par jour à Cerbère. Et il est mort en nageant, il est mort d'une crise cardiaque en nageant, ce qui n'a pas, voilà, ce qui a à voir aussi avec, avec la déportation, parce que ça a laissé des gens qui étaient quand même très atteints physiquement, même si, voilà, qui ont gardé des séquelles de la déportation. Et d'après, et voilà, il est mort d'une crise cardiaque. C'est un peu ce que j'ai essayé, mais j'ai l'impression que c'est pas, enfin, c'est ambigu cette fin comme ça, où à la fois il part avec sa femme et sa fille, et en fait c'est aussi sa mort que je raconte. Et il est mort à 68 ans, et j'ai rencontré après son neveu qui me disait qu'il savait tout à fait qu'il était cardiaque et qui voulait pas se soigner et qui considérait effectivement que c'était de toute façon que toute sa vie après les camps avait été un plus voilà, et que du coup il est mort, je pense, en nageant comme il l'avait sans doute souhaité, D'accord. sachant qu'il était cardiaque. Bon, Voilà. on va malheureusement rester là. Merci beaucoup, Florence. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.